Pendant des décennies, Henry Fonda a incarné la colonne morale du Hollywood classique. Calme, intègre, intouchable. Aux yeux du public, il était l'homme qui parlait de justice, de retenue et d'intégrité silencieuse. Mais derrière cette image soigneusement entretenue, Henry Fonda menait une existence marquée par la cruauté émotionnelle, le silence et des dégâts qui dépassaient largement sa propre personne. Ce que les studios n'ont jamais voulu que le public voie, c'est comment l'homme célébré pour sa conscience a laissé derrière lui une traînée de vie brisée. L'enfant qui a appris à tout cacher. Bien avant que Henry Fonda ne devienne un symbole de la décence américaine, il était un enfant profondément effrayé qui grandissait à Omaha, dans le Nebraska. Né au début du XXe siècle de parents stricts adeptes de la science chrétienne, Henry a été élevé dans un foyer où la maladie n'était pas soignée par des médecins, où la douleur n'était pas évoquée, et où l'émotion devait être réprimée plutôt qu'exprimée. Pleurer était découragé. La vulnérabilité était perçue comme une faiblesse. Très tôt, Henry a appris que survivre signifiait se taire. Ce silence s'est durci lorsqu'il avait 14 ans. Son père l'a emmené assister au lynchage et à l'incendie du corps d'un homme noir nommé Will Brown. L'événement ne lui a pas été expliqué ni analysé. Il lui a simplement été montré. Ce moment s'est gravé dans la conscience de Henry et a façonné les rôles qu'il choisirait plus tard, mais il a aussi approfondi quelque chose de plus sombre. La violence le répugnait, mais la confrontation émotionnelle le terrifiait tout autant. Au lieu d'apprendre à réagir, Henry a appris à se retirer. Adolescent, il était d'une timidité douloureuse. Il avait du mal à parler aux inconnus, éviter le contact visuel et enfermait ses sentiments si profondément que même les personnes les plus proches de lui ne pouvaient les atteindre. Cette répression émotionnelle allait devenir plus tard la caractéristique centrale de sa vie adulte. Là où d'autres apprenaient le lien, Henry apprenait le contrôle. Au début de la vingtaine, tout sembla changer. Il grandit, devint impressionnant, physiquement dominant. Il rejoignit l'Omaha Community Playhouse après avoir été encouragé à auditionner et découvrit presque immédiatement quelque chose de troublant. Le jeu d'acteur lui venait trop facilement. Les applaudissements arrivaient sans effort. Les éloges venaient sans lutte. Au lieu de ressentir de la fierté, Henry éprouvait de la honte. Il croyait que jouer était une forme de tromperie, un masque qu'il portait pour dissimuler son malaise intérieur. Plutôt que d'affronter cette peur, il s'y abandonna. Henry se jeta de manière obsessionnelle dans son travail, apprenant chaque détail de la production scénique, de l'éclairage et des déplacements. Le théâtre devint un refuge où il pouvait contrôler l'émotion sans réellement la ressentir. Cette approche lui vaudrait plus tard le surnom de « One Take Fonda », mais ce que le public admirait comme un génie naturel était, pour Henry, l'évitement émotionnel porté à la perfection. À mesure que sa confiance sur scène grandissait, sa vie personnelle suivait un schéma prévisible. Il se sentait attiré par des femmes émotionnellement instables, passionnées, blessées, exigeantes, parce qu'elles lui étaient familières. Le chaos même qu'il ne pouvait supporter reflétait la tension intérieure qu'il refusait d'affronter. Son premier mariage avec Margaret Sullivan suivit exactement ce modèle. Ils se marièrent jeunes, impulsivement, persuadés que l'amour suffirait à combler leurs différences. Ce ne fut pas le cas. Là où Henry se fermait, Margaret explosait. Leur dispute était légendaire et une confrontation devenue célèbre se termina lorsque Margaret versa un pichet d'eau glacée sur la tête de Henry en public. Il ne cria pas. Il ne protesta pas. Il s'éloigna simplement, la même réaction qu'il adopterait toute sa vie. Le mariage s'effondra presque aussitôt, ne durant que quelques mois avant la séparation. Mais au lieu de réfléchir à cet échec, Henry poursuivit sa route sans changer. La leçon qu'il en tira n'était pas que la distance émotionnelle détruit les relations, mais que les relations sont jetables. Cette conviction allait définir tout ce qui suivit. Hollywood. L'a rendu puissant, pas bienveillant.
Lorsque Henry Fonda arriva à Hollywood, la transformation fut immédiate et enivrante. Fini les maigres rémunérations du théâtre, il entra dans un système qui récompensait la retenue, le contrôle et l'autorité masculine, des qualités qu'il possédait déjà en excès. Les studios le voyaient comme fiable, sérieux et moralement irréprochable. Hors caméra, cette réputation lui offrait une liberté considérable. Il était rarement remis en question, rarement défié et presque jamais tenu pour responsable. C'est durant cette période que Henry noua sa relation la plus proche et la plus dangereuse, son amitié avec Jimmy Stewart. Ils arrivèrent ensemble, vécurent ensemble et devinrent inséparables. Aux yeux du public, ils incarnaient l'idéal d'une virilité américaine saine et respectable. En privé, ils étaient reconnus pour leur conquête. Les femmes entraient et sortaient de leur vie à une vitesse alarmante, souvent traitées comme des distractions temporaires plutôt que comme des partenaires. La célébrité n'a pas atténué la distance émotionnelle de Henry, elle l'a récompensée. Hollywood l'éleva rapidement. Les rôles principaux s'enchaînèrent et à chaque succès, l'autorité de Henry grandissait. On le félicitait pour ses choix de films à conscience sociale, mais en coulisses, il pouvait se montrer froid, rigide et inflexible. Ses collègues le respectaient, mais peu se sentaient proches de lui. La chaleur émotionnelle ne faisait pas partie du contrat. Au milieu des années 30, Henry épousa Frances Ford Seymour, une riche mondaine née au Canada, elle-même porteuse de profondes blessures émotionnelles. Veuve, endeuillée, fragile, elle luttait intérieurement. De l'extérieur, ils semblaient en former un couple idéal, élégance, statut, stabilité. En réalité, ils étaient tragiquement incompatibles. Frances avait besoin de réassurance, d'ouverture et d'attention. Henry offrait le silence, le jugement et le contrôle. Ils eurent 2 enfants, Jane et Peter, et pendant un bref moment, Henry tenta de jouer le rôle du père de famille. Il interrompit un tournage pour être présent à la naissance de Jane, un geste souvent cité comme preuve de son dévouement. Mais la présence n'était pas la connexion. Au fil des années, son retrait émotionnel s'aggrava. Le foyer vivait sous une tension constante, jamais violente au sens traditionnel, mais psychologiquement oppressante. Puis vint la guerre. Lorsque Henry partit pour le service militaire, il présenta son choix comme un devoir moral. Il refusa de participer à ce qu'il appelait des « guerres factices » sur les plateaux de cinéma. Mais cette décision eut un coup dévastateur. Frances se retrouva seule avec 2 jeunes enfants, déjà aux prises avec de graves troubles psychiques. Lorsque Henry revint, il était plus distant que jamais. La guerre ne l'avait pas adouci, elle l'avait endurci. À la maison, il régnait par le silence et des accès de colère soudains. Les demandes affectives de sa femme ou de ses enfants déclenchèrent des explosions terrifiantes. Il n'y avait ni explication ni excuse, seulement la peur et la confusion. Jane apprit très tôt que l'amour était conditionnel. Peter comprit que l'affection était imprévisible et dangereuse. Pendant ce temps, la carrière de Henry s'envolait. Il se battait âprement pour les rôles, écartant ses rivaux lorsque nécessaire. Son interprétation dans The Grapes of Wrath scella son image de géant moral, une ironie cruelle au regard de ce qui se déroulait derrière les portes closes. L'homme qui incarnait la compassion à l'écran en montrait bien peu chez lui. Alors que la santé mentale de Frances se dégradait, Henry ne se replia pas sur lui-même. Il chercha ailleurs. Il entama une liaison de longue durée avec Suzanne Blanchard, une femme de plusieurs décennies, sa cadette, tout en restant marié. Finalement, il annonça à Frances qu'il voulait divorcer afin d'épouser sa maîtresse. Il n'y eut aucun ménagement, aucune douceur, seulement une brutalité sans appel. Cette confession brisa ce qu'il restait de la stabilité de Frances. Ce qui suivit ne fut pas seulement une tragédie, ce fut l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire privée d'Hollywood, le mensonge qui a brisé ses enfants à jamais. Au moment où Henry Fonda annonça à Frances Ford Seymour qu'il voulait divorcer, leur mariage était déjà mort émotionnellement depuis des années.
mais la manière dont il y mit fin garantissait que ses conséquences ne s'effaceraient jamais. Après 13 années de vie commune et 2 enfants, Henry n'adoucit pas le choc et n'épargna pas sa dignité. Il lui dit sans détour qu'il voulait être libre d'épouser sa maîtresse, une femme de plus de 20 ans, sa cadette. Pour une femme déjà aux prises avec une grave maladie mentale, cette confession fut catastrophique. En quelques mois, Frances se fit admettre dans un établissement psychiatrique pour y être soignée. Elle n'y entra pas à cause d'un événement isolé, mais parce que des années d'isolement, de négligence émotionnelle et de trahison s'étaient finalement effondrées sur elle. Tandis qu'elle cherchait de l'aide, Henry poursuivit sa vie. Il n'y eut aucune pause, aucune réflexion publique, aucun chagrin visible. Le 14 avril, Frances Ford Seymour mit fin à ses jours alors qu'elle était encore sous soins médicaux. Elle venait d'avoir 42 ans. Jane en avait 12. Peter en avait 10. La mère des enfants de Henry Fonda avait disparu. Non pas silencieusement, ni naturellement, mais violemment et définitivement. Ce que fit Henry ensuite allait définir la manière dont ses enfants se souviendraient de lui pour le reste de leur vie. Plutôt que de dire la vérité à Jane et Peter, Henry prit une décision qu'il croyait protectrice. Il leur dit que leur mère était morte d'une crise cardiaque. C'était un mensonge, et ce n'était que le début. Il organisa des funérailles privées, presque sans personne. Ses enfants n'y furent pas autorisés. Il n'y eut aucun deuil collectif, aucun adieu, aucune explication. Le chagrin fut géré comme l'émotion l'avait toujours été dans le monde de Henry, en l'effaçant. Pour s'assurer que la vérité reste cachée, Henry annula tous les abonnements aux journaux et aux magazines de la maison. Il contrôlait le flux d'informations avec la même précision que celle avec laquelle il contrôlait ses performances. Pendant un temps, cela fonctionna. Jane et Peter furent laissés dans un vide où les questions étaient découragées et la mémoire déformée. Mais la vérité finit toujours par remonter à la surface. Jane découvrit ce qui s'était réellement passé, non pas par sa famille, ni par compassion, mais par hasard. Assise dans une salle d'études à l'école, elle tomba sur un magazine qui décrivait la mort de sa mère en termes explicites. La révélation ne fut pas seulement choquante, elle fut anéantissante. Tout ce qu'on lui avait raconté s'effondra en un instant. Pire encore, elle comprit que les adultes en qui elle avait confiance l'avaient délibérément tenue dans l'ignorance. La culpabilité suivit immédiatement. Jane se souvint de la dernière fois où sa mère était revenue à la maison depuis l'institution, accompagnée d'une infirmière. Elle avait refusé de descendre pour la voir. Personne ne lui avait dit que cette visite serait la dernière. Ce moment la hanta pendant des décennies. Le chagrin de Peter prit une autre forme. Après la mort de sa mère, le silence devint absolu. Personne ne prononça son nom. Personne n'expliqua son absence. Dans son souvenir, elle avait simplement disparu. Il écrirait plus tard que personne ne parlait jamais de maman. Cette absence devint la matrice émotionnelle de son enfance. Henry ne parle jamais publiquement du suicide en profondeur. En privé, ceux qui étaient proches de Frances livrèrent des jugements dévastateurs. Son psychiatre décrivit plus tard Henry comme émotionnellement froid, centré sur lui-même et profondément narcissique. On ignore s'il accepta un jour sa part de responsabilité. Ce qui est certain, c'est qu'il ne répara jamais les dégâts. Moins d'un an après la mort de Frances, Henry épousa Suzanne Blanchard, la même femme dont la présence avait contribué à briser le mariage. Pour Jane et Peter, le message était sans équivoque. Leur mère avait été remplacée, non pleurée. La famille continua d'avancer, mais rien ne guérit. Le silence imposé par Henry devint générationnel, passant discrètement du père aux enfants, façonnant ce qu'il deviendrait et la manière dont il s'en affranchirait. Un père qui enseignait la peur, pas l'amour. Après la mort de Frances Ford Seymour, Henry Fonda ne ralentit pas et ne se retira pas dans la réflexion. Il se remaria rapidement, choisissant Suzanne Blanchard, la femme qui avait déjà déstabilisé sa famille. Elle était jeune,
désireuse de plaire et manifestement impressionnée par son statut. De l'extérieur, le mariage semblait être un renouveau. À l'intérieur, il suivait le même schéma destructeur. Suzanne décrivit plus tard son rôle non comme celui d'une partenaire, mais comme celui d'une aide-soignante. Quelqu'un chargé d'aplanir les problèmes, de gérer l'inconfort et de veiller à ce que rien de désagréable n'atteigne jamais Henry. La perfection n'était pas encouragée, elle était exigée. Ils adoptèrent une fille, Amy, mais la stabilité ne vint jamais. Le mariage s'effondra en quelques années, laissant derrière lui un foyer de plus brisé. L'essentiel n'était pas le divorce en lui-même, mais ce qu'il révélait. Henry Fonda ne changeait pas. Chaque mariage reproduisait la même structure. Distance émotionnelle, exigence rigide et abandon final. Pour Jane et Peter, l'enfance auprès de leur père devint un exercice de vigilance permanente. Henry détestait les démonstrations d'émotion, surtout de la part de ses enfants. Toute tentative de rechercher de l'affection risquait de déclencher une colère explosive. Peter décrivit plus tard la table du dîner comme un lieu de terreur, silencieux, jugeant, tendu. La peur ne venait pas de cris constants, mais de l'imprévisibilité. Le silence pouvait se briser sans avertissement. Peter fut envoyé en internat à un âge choquant, coupant encore davantage toute possibilité de lien. L'un de ses premiers souvenirs de son père est d'une violence extrême. Après avoir pris un bonbon, Peter fut saisi par le cou et puni avec une force terrifiante. Ce n'était pas de la discipline, c'était de la domination. Des moments comme celui-là apprirent à Peter non pas la confiance, mais la survie. Les blessures de Jane étaient moins visibles, mais tout aussi profondes. De son père, elle intégra l'idée que l'amour était conditionnel, dépendant de la beauté, de la perfection et de la maîtrise de soi. Elle apprit très tôt que l'approbation se méritait, qu'elle n'était jamais acquise. Cette leçon la suivit jusqu'à l'âge adulte, façonnant ses relations, son rapport à son corps et son estime d'elle-même. Des années plus tard, elle relierait ouvertement sa boulimie et son insécurité à ses messages précoces. À mesure que Jane poursuivait une carrière d'actrice, la distance entre le père et la fille s'accrut. Henry n'expliquait jamais sa manière de travailler et n'encourageait aucune exploration émotionnelle. Lorsque Jane commença à étudier avec Lee Strasberg et à développer son art par l'introspection, Henry réagit avec irritation et moquerie. Il refusa de parler de sentiments, de méthode ou de vulnérabilité. Le jeu, pour lui, relevait de l'instinct, pas d'un processus à analyser. Sur le plan politique, la fracture s'élargit encore. Les valeurs progressistes qu'Henry incarnait à l'écran ne se traduisaient pas facilement en tolérance dans la sphère privée. L'activisme de Jane, en particulier pendant la guerre du Vietnam, devint une source de tension. Il ne la renia pas publiquement, mais leur relation devint tendue, fragile et précautionneuse. Ils se parlaient, mais se rejoignaient rarement. Pendant ce temps, la vie professionnelle de Henry continuait de prospérer. Il restait respecté, voire craint, dans l'industrie. Des conflits avec des collaborateurs, notamment une altercation violente avec un réalisateur puissant, renforcèrent sa réputation d'homme intransigeant et impitoyable. Lorsque des relations se brisaient, il les réparait rarement. Une fois qu'une limite était franchie, la rupture était définitive. Au moment où Henry entra dans ses mariages ultérieurs, y compris le dernier, ce schéma s'était figé. Il ne pouvait maintenir une relation durable que lorsque les exigences émotionnelles étaient minimes. Son dernier mariage dura en grande partie parce qu'il lui demandait moins que les précédents. Pourtant, sous le contrôle, la distance et les dégâts, quelque chose demeurait irrésolu. Henry Fonda vieillissait. Ses enfants étaient devenus adultes, et le poids de tout ce qui n'avait jamais été dit se refermait lentement sur lui. Le règlement de compte viendrait, non par la confrontation, mais par un scénario que sa fille choisit pour lui. Le rôle qui l'a forcé à tout ressentir. À la fin des années 70, le corps de Henry Fonda commençait à lâcher d'une manière que son orgueil ne pouvait plus ignorer.
Des années de travail acharné avaient laissé des traces. Il s'effondra d'épuisement sur scène et dut se faire poser un pacemaker pour survivre. Même alors, il retourna travailler comme si rien ne s'était passé. S'arrêter, pour Henry Fonda, semblait plus dangereux que mourir. C'est durant cette période de fragilité que Jane Fonda prit une décision qui allait tout changer en silence. Elle acheta les droits d'une pièce de théâtre racontant l'histoire d'un père vieillissant, émotionnellement distant, qui peine à se rapprocher de sa fille. Le récit n'était ni subtil ni symbolique. Il était douloureusement direct. Jane pensait que si son père ne parvenait jamais à parler des émotions, il pourrait peut-être enfin les affronter à travers un personnage. Henry accepta le projet. Sur le plateau, la relation entre eux était contenue, mais lourde. Ils ne se rapprochèrent pas soudainement. Ils ne rouvrirent pas leurs vieilles blessures à voix haute. Pourtant, quelque chose changea. Lors d'une scène clé, le personnage de Jane tend la main et prend celle de son père, lui demandant une amitié plutôt qu'une approbation. Jane fit alors quelque chose qui n'était pas prévu. Elle serra la main de Henry plus longtemps que nécessaire. Henry craqua. Dans la prise finale, il détourne le regard de la caméra, luttant visiblement contre les larmes. Pour un homme qui avait passé toute sa vie à dissimuler sa vulnérabilité, ce moment fut sismique. Il n'en parla pas ensuite. Il ne l'analysa pas. Mais cela arriva, et c'était réel. Le film connut un immense succès, à la fois commercial et critique. Il récolta plusieurs nominations majeures et, enfin, offrit à Henry Fonda sa première récompense compétitive aux Oscars. Lorsque la cérémonie eut lieu, cependant, il était trop malade pour y assister. Jane accepta la distinction en son nom, livrant un hommage qui avait plus de poids que n'importe quels applaudissements. Chez lui, Henry apprit la nouvelle dans le calme. Selon Jane, il réagit avec son détachement habituel, plaisantant sur la chance comme si l'événement lui était simplement arrivé. Mais la chance n'y était pour rien. Cette récompense arrivait au terme d'une vie définie non seulement par la grandeur, mais aussi par les dégâts. Henry Fonda mourut peu de temps après, chez lui, entouré de Jane, de Peter et de son épouse. Sa mort fut causée par une maladie cardiaque, bien qu'il luttât également contre un cancer. Fidèle à lui-même, il demanda qu'aucune cérémonie funéraire n'ait lieu, aucun deuil public, aucun rituel. Même dans la mort, il choisit le contrôle plutôt que l'expression. Ce qu'il laissa derrière lui est complexe. Un héritage cinématographique fondé sur la justice, la retenue et la clarté morale. Et un héritage familial façonné par le silence, la peur et l'absence émotionnelle. Jane et Peter passèrent une grande partie de leur vie à s'émanciper de son ombre, politiquement, artistiquement, personnellement, tout en continuant à porter une part de lui en eux. Henry Fonda maîtrisait l'art de raconter des histoires à l'écran. Hors caméra, il n'apprit jamais vraiment à dire la vérité sur lui-même. Et c'est peut-être là le secret le plus inconfortable de Hollywood. Pensez-vous que Henry Fonda était un homme incompris, façonné par son éducation, ou quelqu'un qui a consciemment fait souffrir les personnes les plus proches de lui? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire a changé votre regard sur le Hollywood classique, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rester avec nous pour d'autres récits méconnus.